Bonsoir à tous, ravi de nous vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 6 avril et à la une de cette édition, un individu s'attaque à des policiers à l'arme blanche au commissariat de Mamoudzou. Rapidement maîtrisé, il a tout de même blessé un fonctionnaire de police. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat et pourrait être requalifiée en acte terroriste. En effet, l'auteur des faits d'origine palestinienne pourrait faire partie d'une mouvance extrémiste. Nous évoquerons ce sujet avec un invité dans quelques instants. Mais avant cela, il est temps de développer le reste de l'actualité avec un tout autre sujet prévu de longue date par la préfecture. C'est aujourd'hui que débutait la destruction de plusieurs habitats illégaux en Petite Terre, après notamment la série de violences perpétrées dans plusieurs quartiers de Petite Terre. Le quartier Sétam à l'abattoir sera le premier d'une longue série et la préfecture assure que la pression ne sera pas relâchée. Jaïdi Maoulida était sur place ce matin. Reportage. Les opérations de destruction de cases illégales continuent sur le territoire. Aujourd'hui, c'était au quartier Sétam à l'abattoir que tout s'est déroulé et les autorités se satisfaisent une fois de plus de cette action. On a procédé à la démolition d'une cinquantaine de cases qui étaient toutes implantées illégalement sur un site qui appartient essentiellement à la commune, au conseil départemental. Et c'est une opération qui fait suite notamment aux violences de janvier dernier, mais également de mars. Je pense que c'est une opération qui est très favorablement accueillie par la population, notamment la population riveraine, qui souhaite que l'état de droit soit rétabli ou s'applique à Mayotte comme ailleurs. Comme pour les bidonvilles à Kahani ou au quartier Jamaïque à Kungu, ces opérations devraient se poursuivre à l'avenir et le sous-préfet donne quelques indications sur les actions qui devraient suivre. Oui, donc cette première opération doit être suivie d'autres opérations sur Dzaoudzi l'abattoir, notamment dans le quartier de la Vigie 1, la Vigie 2, Moya. Sur le reste de l'île, d'autres opérations sont d'ores et déjà programmées, notamment le mois prochain sur la commune de Chirongui et dans les jours qui suivront sur la commune de Bouéni. Donc on atteint aujourd'hui près de 500 logements, près de 500 cases qui ont été détruites depuis le 1er janvier. Suite à cette première journée de destruction, la préfecture a annoncé que les personnes décasées se sont vues proposer des solutions de relogement pour celles étant éligibles, que 32 d'entre elles ont accepté. Par ailleurs, 37 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés et seront reconduits dans leur pays. Et nous l'évoquions en début de cette édition, cette attaque qui a eu lieu ce matin au commissariat de Mamoudzou. Pour en parler avec nous ce soir, Bakar Atoumani, le secrétaire départemental du syndicat Alliance Police. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler de ce qui s'est passé. D'abord les faits. On imagine que vous en savez un petit peu plus. Vous avez été en contact avec vos collègues toute la journée. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à 11h ce matin ? Et alors simplement, nos collègues étaient pour la plupart rassemblés dans la cour pour prendre des consignes et pour d'autres vaquer à des occupations habituelles de police, des rédactions. Un individu qui se trouvait devant le portail depuis a priori un certain temps, si on écoute les versions des uns des autres, a profité de l'ouverture du portail et cette ouverture elle est là pour laisser entrer et sortir nos voitures de police. Il en a profité, il est rentré dans la cour du DTPN, en fait de la DTPN aujourd'hui, du commissariat de police de Mamoudzou, et il aurait profité de cette occasion pour tenter, en tout cas, d'assassiner un de nos collègues avec une pioche avec à deux pics. Il l'avait déjà lorsqu'il était à l'extérieur du commissariat ? Là, ça reste encore un peu compliqué de définir, mais en tout cas, au début, personne n'a fait attention à sa présence et c'est lorsqu'il s'est manifesté en criant, enfin les propos qui ont été repris et que vous connaissez, il a sorti l'objet pour intenter à la vie de notre collègue. Donc le bon réflexe de notre collègue a été d'utiliser le taser, qui est une arme intermédiaire, pour d'abord essayer de le désarmer. Et devant l'insistance de cet individu à vouloir
vraiment intenter à la vie de notre collègue. Il a fallu qu'un autre collègue, un autre fonctionnaire de police intervienne pour maîtriser l'individu avec le concours d'autres fonctionnaires qui se trouvaient dans la cour. Donc c'est quand même une première à Mayotte et il faut signaler quand même que c'est un fait très très grave aujourd'hui. Alors un policier justement a été blessé. Dans quel état se trouve-t-il aujourd'hui? Alors, on se parle. Alors, nous connaissons bien ce fonctionnaire de police qui vient d'arriver à Mayotte pour nous aider. Hein. Il a fait le choix de venir à Mayotte pour concourir à la sécurité à Mayotte. Aujourd'hui, il est marqué. Il est vraiment marqué. D'abord physiquement par le coup qui lui a été porté, mais aussi par l'action qu'il a vécue, parce que sa vie aurait pu basculer si nos collègues n'étaient pas intervenus à temps. Alors je le disais en début de cette édition, pour le moment c'est une tentative d'assassinat qui pourrait être qualifiée en acte terroriste. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus? On attend le procureur qui devrait notamment s'exprimer demain. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur le profil de l'individu? Alors là encore, l'enquête est en cours avec peut-être d'autres éléments qui viendront se rajouter. Je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que voilà, il y a notamment public, des perquisitions, des choses qui vont permettre d'en savoir un petit peu plus. Tout à fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la qualification peut être revue ou laissée en l'état. Mais ça, c'est le fait du procureur de la République, bien entendu. Actuellement, on imagine, en garde à vue, justement, dans le cadre de l'enquête, au commissariat de Mamoudzou. En tout cas, l'individu est gardé, oui, en effet, au commissariat de police de Mamoudzou. Il ne parle pas français. Hein, oui, alors il ne s'exprime pas en français, ou en tout cas il privilégie une autre langue pour s'exprimer. Nous avons la chance, encore une fois, d'avoir des policiers qui maîtrisent davantage les langues étrangères aujourd'hui, et il n'y a pas de difficulté en tout cas à l'écouter et à l'entendre. Il a été présenté à l'hôpital, il ne souffre aujourd'hui, en tout cas d'après une évaluation, c'est pas une expertise mais une évaluation, il ne souffre pas de troubles psychologiques ou neuropsychologiques, en tout cas pour l'instant, de ce que l'on en sait. Moi, ce que j'aimerais... Justement, je voulais vous poser une question sur l'état d'esprit au commissariat. On imagine que les fonctionnaires sont un peu sous le choc après ce qui s'est passé, même si on ne sait pas exactement la nature de l'acte. On sait qu'en tout cas, il a voulu attenter à la vie d'un fonctionnaire. C'était quoi aujourd'hui l'état d'esprit et actuellement comment alors, tout le monde est choqué. D'ailleurs, il y a le service de soutien psychologique et opérationnel est requis à ce titre-là. Ce qu'il faut surtout dire à tous les Mahorais et à tous les Français qui nous écoutent, c'est que souvent la police est décriée, on nous tape dessus en disant « Ah oui, mais la police est violente, la police est violente ». Là encore, on a montré la capacité de tous les collègues à faire, je dirais plutôt, à garder le sang-froid, ne pas tirer et ne pas tuer cet individu, le discernement et la bravoure qui a été le leur pour maîtriser un individu qui est rentré dans l'enceinte, la maison police, pour en tout cas peut-être, et je dis bien peut-être, faire en sorte à ce qu'il soit tué. Donc on ne lui a pas donné raison, mais on a juste fait appliquer les lois de la République, c'est-à-dire le maîtriser, le traduire devant la justice, et c'est ce qui va se passer. Donc moi j'invite la population à soutenir en tout cas les forces de police qui font aujourd'hui un travail remarquable ici à Mayotte. Bon, ça a fait beaucoup réagir évidemment ce qui s'est passé, parce que si c'est qualifié en acte terroriste, ça sera une triste première pour Mayotte. Mais c'est vrai qu'on a aussi entendu d'autres voix s'élever et nous expliquer, mais attendez, des actes terroristes à Mayotte, les policiers, ils en subissent régulièrement, ils sont attaqués au Chambo, la population aussi est attaquée, et on ne qualifie pas ça de terroriste, peut-être parce qu'effectivement, ces personnes ne font pas partie d'une mouvance extrémiste, mais ce sont quand même des terroristes, parce qu'ils s'attaquent, sèment la terreur, et on l'a encore vu ce week-end, vous avez été au front du côté de Doujanim Tsapere. Quel est votre sentiment, vous, par rapport à ça, par rapport à ces personnes qui disent, mais attendez, les actes terroristes, les policiers, c'est pas la première fois qu'ils en vivent? Vous avez vu, encore une fois, l'antenne du RAID est intervenue ici à Mayotte
pour des faits similaires, si je puis dire. Et encore une fois, tous les jours, vous voyez les policiers attaqués de tous bords, vous voyez les violences augmenter ici à Mayotte. Le travail de nos collègues est remarquable. Alors, encore une fois, la qualification des uns et des autres, moi je ne me l'attribue pas et je laisse le soin au procureur de la République aujourd'hui de faire la lumière sur cette histoire, même si nous estimons que les faits sont très très graves. Et en effet, c'est une première aujourd'hui à Mayotte d'avoir un individu qui volontairement va tout faire pour rentrer dans notre enceinte et pour essayer soit peut-être de se faire tuer ou en tout cas de tuer l'un des nôtres. Donc c'est une première et c'est des faits très très regrettables et on est vraiment, on espère que justice sera rendue pour nos collègues. Et surtout, bravo et félicitations à nos collègues qui ont gardé leur sang-froid pour ne pas donner raison à cet individu, mais juste faire appliquer les lois de la République. Effectivement, on s'associe pour remercier ces policiers et on vous remercie aussi pour le travail que vous menez au quotidien. Merci, on voit que vous êtes très fatigué. On va vous laisser vous reposer et puis bien sûr on suivra de très près ce qui s'est passé et la qualification et cette enquête qui a débuté aujourd'hui. Et tout autre sujet, ce matin a eu lieu la cérémonie de prise de commandement du nouveau chef de corps des pompiers de Mayotte. Arrivé le 4 mars dernier, le colonel Olivier Ness a déjà exercé à Mayotte entre 2008 et 2016. Une expérience qui lui sera utile à la tête du SDIS de Mayotte, confronté à plusieurs défis tels que la vétusté des casernes ou encore les agressions contre les agents. Écoutons le nouveau directeur au micro d'Ivan Rakotova. À Mayotte, les choses avancent. Et le SDIS avance, il grandit. Effectivement, il y a des travaux à faire sur le casernement, sur la formation. Depuis mon arrivée le 4 mars, j'ai eu l'occasion de visiter tous les centres, de voir l'ensemble du personnel, d'être à l'écoute, de comprendre quelles sont les problématiques et ensemble, je dis bien ensemble, avec les syndicats, avec les sapeurs-pompiers, avec l'état-major, nous allons construire la réponse, apporter une réflexion sur le protocole d'accord qui a été signé et de mettre en place l'ensemble des moyens pour que le SDIS de Mayotte retrouve un chemin vers la réussite et surtout, assurer sa mission première, porter secours aux personnes, préserver les biens et l'environnement. Et nous venons de voir derrière le nouveau directeur du SDIS le drapeau européen. La transition est toute faite car les fonds européens seront désormais gérés conjointement par l'État et le conseil départemental. Le préfet et le président du conseil départemental ont signé aujourd'hui une convention pour sceller cet accord qui doit se matérialiser par la création d'un groupement d'intérêt public. Cependant, cette cogestion est temporaire et doit ouvrir la voie au transfert de l'autorité de gestion à l'exécutif cantonal d'ici 2027. Le point avec Ivan Rakotova. Pas pour 10 ans. C'est cela. Nous sommes inséparables, c'est ça. Inséparables. Pendant 10 ans. Là encore 10 ans. Ils se sont dit oui pour 10 ans. 10 ans d'union entre la préfecture et le conseil départemental au sein d'un GIP, un groupement d'intérêt public chargé de la gestion des importants fonds européens. Donc ce GIP, ce groupement d'intérêt public, c'est une façon de se mettre en équipe, de jouer comme des partenaires, pour mettre toutes les chances de notre côté, c'est-à-dire du côté du territoire mahorais, des Mahoraises et des Mahorais, pour faire en sorte que ces crédits puissent être gérés avec efficacité, compétence, agilité, et que pas un euro ne soit perdu. Il a une durée de vie limitée, et il permettra de gérer ensemble l'ensemble des fonds, sans attendre que l'autorité de gestion des fonds européens soit transférée au conseil départemental au terme de la période. Jusqu'à présent, les fonds de l'Europe étaient gérés seuls par l'État, délaissés par le conseil départemental encore jeune, mais dont la gestion n'a pas manqué d'attirer les critiques. Désormais avec le GIP, État et département co-géreront les fonds, mais temporairement, car en 2027, l'exécutif cantonal devra avoir la pleine autorité de gestion. La formule qui permet d'une part de mettre à profit les années de formation de nos cadres à La Réunion et à Mayotte, et d'autre part nous assurer qu'au bout, au terme du GIP, nous puissions assurer l'autorité de gestion, c'est la meilleure formule qui soit. Ce qu'on propose là, vous l'avez compris, c'est de permettre
au conseil départemental d'être aux affaires et de se préparer à 2027, qui sera un moment extrêmement important pour le conseil départemental. Il faut réussir 2027. Il faut que ce transfert de l'autorité de gestion se passe dans les meilleures conditions. Et pour qu'il se passe dans les meilleures conditions, il faut le préparer dès à présent. C'est ça le GIP. Est-elle un symbole? Le GIP sera installé au conseil départemental. Il sera constitué d'une 50aine d'agents de l'État et de la collectivité, dont plusieurs cadres mahorais, assure le préfet. Et le budget de fonctionnement annuel partagé entre État, Europe et département est estimé à 6 millions d'euros. Et le SMEAM avait donné rendez-vous dans ses locaux aujourd'hui à plusieurs associations locales qui militent pour une meilleure gestion de l'eau sur l'île. La transparence était de mise et la structure en a profité pour revenir sur les polémiques de ces dernières semaines, à commencer par celle des factures jugées abusives. Amina Hariti, la deuxième vice-présidente chargée de l'eau potable, est revenue pour nous sur ces sujets d'actualité. On l'écoute au micro de Jaïdi Maolida. On est sorti de la crise dans le sens où la ressource en eau est effectivement disponible, mais ce qui se pose comme problématique, c'est de savoir en fait comment régulariser, comment mettre un terme à ces coupures qui justement posent problème à la population. Aujourd'hui, on se retrouve face à un sous-dimensionnement des équipements qui font qu'entre le volume qui est nécessaire, le volume qui doit être consommé et le volume qui est produit, il y a justement un décalage et qui nous oblige aujourd'hui à mettre en place des dispositifs qui vont pallier ce manque. On a également parlé de ces factures qui sont anormalement élevées. La question est en train d'être évoquée avec la SMAE pour voir quelle solution on va trouver à ces factures-là. Ceux qui ont des factures qu'ils jugent anormalement élevées par rapport à leur consommation habituelle, nous les fassent parvenir, soit nous, soit la SMAE, et on étudiera au cas par cas en fait, ces factures-là pour savoir ce qu'il en est. Est-ce qu'il s'agit de fuite? Est-ce qu'il s'agit de surfacturation liée à l'estimation? Parce qu'il y a le système de relevé d'estimation. Donc tout ça sera étudié. Si aujourd'hui on doit revoir la facture à la baisse, ça sera fait pour que le consommateur au final puisse payer ce qu'il consomme. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment un nouveau baromètre de la délinquance ou encore la condamnation de plusieurs trafiquants de stupéfiants. Au montage, Leslie Gimonet. Le dernier baromètre de la délinquance affiche une évolution dans les données présentées. Outre une augmentation sérieuse des atteintes à l'intégrité physique volontaire de plus de 16% comparé à la même semaine l'année précédente, un décalage très marqué s'opère entre les faits commis en zone gendarmerie et en zone police. Jusque-là, la zone gendarmerie connaissait régulièrement un net accroissement, là où la zone police se voyait stagner avec des chiffres moindres. Plus ou moins révélateur d'un apaisement, c'est désormais l'inverse. La zone police a connu cette semaine une augmentation de 47,37% de faits, avec 28 faits commis contre 19 la même semaine l'année passée. Côté gendarmerie, en revanche, la diminution est de mise, 3,45% de faits en moins, des chiffres une nouvelle fois à relativiser puisqu'ils interviennent dans des contextes bien différents. Il y a un an, l'île était en effet confinée, ce qui n'est plus le cas actuellement. Le 30 mars dernier, 4 individus soupçonnés de trafic de produits stupéfiants ont été interpellés. Tous de nationalité française, ils ont été arrêtés et placés en garde à vue. L'un d'entre eux était déjà connu pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Tous ont reconnu les faits reprochés, la culture de pieds de cannabis, la vente d'herbes de cannabis et la consommation de produits stupéfiants. Il faut dire que lors de la perquisition, les enquêteurs ont retrouvé une importante quantité de matériel dédié à la culture indoor de l'herbe de cannabis et près de 5 000 € en numéraire. 3 des 4 individus interpellés ont écopé de peines de prison ferme et d'amendes allant jusqu'à 10 000 €. Tous les consommateurs identifiés dans le cadre de la procédure ont fait également l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire en vue d'une ordonnance pénale pour usage de stupéfiants. Les destins des 2 départements français de l'océan Indien sont étroitement liés. C'est avec ces mots que le CD a annoncé la signature de 3 nouvelles conventions de partenariat. Dans le domaine de la formation et du social, le département et l'ARFI OI ont renouvelé leur partenariat initié en 2006. Il a notamment permis la formation de travailleurs sociaux et la création d'une antenne de l'Institut régional du travail social, l'IRTS à Mayotte. Cette nouvelle convention doit renforcer le travail entre la délégation de Mayotte et la Réunion, le DMR et l'IRTS. Par ailleurs, depuis 2019, le conseil départemental de Mayotte est lié à l'Union des étudiants et élèves mahorais de la Réunion, l'UEEMR. Là encore, l'engagement est renouvelé pour favoriser l'installation, l'insertion et la réussite des étudiants mahorais sur l'île Bourbon. Dans le domaine du médico-social et de la protection de l'enfance, les 2 départements voisins vont intensifier leur collaboration débutée en août 2019 pour élargir l'ensemble des domaines de l'action et de l'expertise départementale.
Un mot d'environnement dans votre 19h. Ce samedi 3 avril a rimé avec le lancement de la déchetterie mobile intercommunale du Sud. Cette première édition a pris place jusqu'à 14h au parking du terrain de foot de Malamani. Ce service de proximité gratuit pour la population permet à chacun de ramener ses gros et petits équipements électroménagers et électroniques, encombrants et autres ferrailles. Écoutons plutôt la vice-présidente en charge de l'environnement et de l'énergie au sein de l'Interco du Sud. Alors, il y a quand même des dispositifs qui existent. Il y a le dispositif 1 pour 1. Lorsqu'on achète un nouvel équipement électroménager, lorsqu'on achète un nouveau, la personne qui vous vend une nouvelle machine à laver ou un nouveau frigo se doit de récolter l'ancien. Il doit le récupérer chez lui. Mais si ça n'a pas été le cas, ou que vous avez acheté un frigo pour la première fois, vous pouvez l'amener à la déchetterie, le dispositif qu'on a mis en place, qui va être déployé sur les 4 communes du Sud. C'est-à-dire ? Alors, tous les premiers samedis de chaque mois, nous allons tourner sur les territoires du Sud, enfin les 4 communes du Sud de Mayotte, avec ce dispositif-là, de 8h à 14h. La population pourra amener leurs encombrants, leurs ferrailles, leurs D3E, les déchets d'équipements électroniques et électroménagers, pour pouvoir les mettre directement dans la benne. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quezy.